Ma mère a annulé tous les prestataires du mariage la semaine précédente, fleurs, traiteurs, salle. Elle a dit à mon fiancé, ma fille est une marchandise abîmée, et tu fais la plus grande erreur de ta vie. Le jour J, 200 invités sont arrivés sur un terrain vide. Mais ma demoiselle d'honneur préparait quelque chose depuis 6 mois. Ce qui s'est passé ensuite a laissé ma mère sans voix. Mon nom est Vera Westbrook. J'ai 28 ans. 7 jours avant mon mariage, j'ai découvert que ma propre mère avait annulé tous les fournisseurs, les fleurs, le traiteur, le lieu, et qu'elle avait dit à mon fiancé que j'étais une marchandise endommagée, et qu'il faisait la plus grande erreur de sa vie. Le jour de notre mariage, 200 invités sont arrivés sur un terrain vide. Mais ma demoiselle d'honneur avait vu cela venir 6 mois plus tôt. Ce qu'elle avait planifié, et ce dans quoi ma mère a marché, a tout changé. Avant de commencer, si vous aimez cette histoire, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous le ressentez vraiment. Et dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à il y a 8 mois, la nuit où Nathan s'est agenouillé dans notre cuisine, et l'appel téléphonique de ma mère qui est arrivé 11 minutes plus tard. Nathan fait sa demande un mardi soir. Pas de restaurant chic, pas de bague cachée dans un dessert. Il se tient simplement dans notre minuscule cuisine à Ridge Hill, en Géorgie, tenant une bague pour laquelle il a économisé 7 mois et dit « Je n'ai pas de discours, je sais juste que je veux que chaque matin commence avec toi. » Je dis oui avant qu'il ne finisse la phrase. Nous nous asseyons ensuite sur le sol de la cuisine, mon dos contre les armoires, son bras autour de mon épaule, et je continue à tourner ma main sous la lumière, regardant le petit diamant l'attraper. Pendant 11 minutes, le monde est exactement comme il faut. Puis mon téléphone sonne. Maman. Je décroche, toujours souriante. Maman. Mais Nathan, où l'organises-tu? Pas de félicitations, pas de surprise, pas de beau, chérie. Le mariage, dit-elle. Où est le lieu? Je dois savoir maintenant. Je jette un coup d'œil à Nathan. Il incline la tête, écoutant. Nous n'avons encore rien décidé, maman. Il vient littéralement d'eux. Eh bien, vous devez commencer à décider. Ces choses se réservent 1 an à l'avance. Je m'occuperai des appels. Je devrais expliquer quelque chose. Toute ma vie, chaque décision que j'ai jamais prise est passée d'abord par ma mère. Quel collège? Quel majeur? Quel appartement? Quand mon père est mort, j'avais 19 ans. Elle m'a serré fort aux funérailles et a murmuré, il n'y a plus que nous maintenant. Tu es tout ce que j'ai. Et à partir de ce jour, lui dire non, c'était comme abandonner une veuve. Alors, quand je lui dis que nous voulons tout planifier nous-mêmes, elle se tait. 4 secondes. Je les compte. D'accord, dit-elle. Je comprends. Tu n'as plus besoin de moi. Ma poitrine se serre. La vieille culpabilité, celle qu'elle a installée comme un logiciel quand j'étais enfant, démarre instantanément. Non, maman. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides. Je l'entends expirer, satisfaite. Nathan me regarde de l'autre côté de la cuisine. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se décale légèrement, comme lorsqu'il retient quelque chose. Je ne le savais pas alors, mais cet appel téléphonique était le premier coup dans un jeu que ma mère attendait de jouer. 3 mois après les fiançailles, ma mère a tout pris en charge. Cela arrive progressivement, comme l'eau qui monte dans un sous-sol. Au moment où vous le remarquez, elle est déjà à vos chevilles. D'abord, elle propose de faire quelques appels aux fournisseurs parce que je suis occupé à enseigner en 3e année. Puis elle commence à se présenter aux dégustations sans me prévenir. Puis elle change mes coordonnées sur le compte du fleuriste par son propre numéro. Je voulais des fleurs sauvages, tournesol, lavande, gypsophile, lâches, désordonnées et vivantes. Ma mère commande des roses blanches, pour l'élégance. Elle dit, tu me remercieras. Je voulais du porc effiloché au barbecue, du pain de maïs. On ne peut pas servir de barbecue à un mariage, Vera, les gens vont parler. Je voulais que le plan de table place la famille de Nathan à l'avant. Elle le réorganise pour que ses amis remplissent les 4 premières rangées. Quand je repousse gentiment, la seule façon que je connaisse, elle pleure là, dans notre salon, tapotant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait déjà en main. J'essaie juste de rendre ça beau pour toi. Ton père l'aurait voulu ainsi. Et je cède à chaque fois.
Nathan commence à passer plus de temps dans son atelier. Il ne se plaint pas, mais je le surprends parfois debout à son établi, sans rien construire, juste à regarder le mur. Un soir, Rachel, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis la 8e année, vient pour la première planification du dîner de répétition. Elle regarde ma mère réarranger les échantillons de centre de table que j'avais choisis, les remplaçant tous. Rachel ne dit rien à Diane, mais plus tard à la porte, elle me prend le bras. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur quelque chose. Ne pose pas de questions pour l'instant. Je ris nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle me serre simplement la main et part. Je n'ai pas compris. Pas alors. 2 mois avant le mariage, ma mère invite Nathan à déjeuner. Juste 2. Elle dit que c'est pour parler de choses familiales. Je pense que c'est bon signe. Mais Nathan rentre à la maison cet après-midi-là et s'assoit en face de moi à la table de la cuisine. Il joint les mains. Il est prudent avec ses mots. Il l'est toujours. Mais je peux voir la tension dans ses épaules. Ta mère m'a dit que tu avais fait une dépression à l'université. Mon estomac se contracte. Elle a utilisé l'expression en marchandise endommagée. Je le fixe. La pièce s'incline. Elle a dit, ma fille a besoin de quelqu'un qui puisse la gérer. Le peux-tu vraiment? J'ouvre la bouche, mais rien ne sort parce que oui, après la mort de mon père, j'ai traversé une période sombre en 2e année. J'ai consulté un conseiller. J'ai travaillé là-dessus. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas non plus des munitions. Ma mère l'a transformé en munitions. Que as-tu dit? Je murmure. Nathan me regarde fixement. J'ai dit, je ne vois pas de dégâts. Je vois quelqu'un qui t'a survécu. Quelque chose se fissure dans ma poitrine. Pas de douleur, quelque chose de plus chaud. Elle est partie après ça, dit-il. Elle n'a pas fini son thé glacé. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Maman. Nathan m'a manqué de respect à déjeuner. Maman, il t'isole de ta famille, Vera. C'est ce que font les hommes comme lui. Les charpentiers, les cols bleus, sans ambition. Il construit des meubles de ses mains. Maman, ton père était comptable. Papa est parti. Silence, puis très doucement. N'ose pas me reprocher ça. Elle raccroche. Je suis assise dans la cuisine, mon téléphone à la main, prise entre 2 versions de la vérité, celle de ma mère, où elle me protège, et la vraie, où elle essaie de s'assurer que je ne parte jamais. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que la première étape de son plan. Les rumeurs commencent petit. 6 semaines avant le mariage, j'entre au salon de coiffure de Patty, sur Main Street, pour ma coupe habituelle. Patty, qui me coiffe depuis mes 14 ans, m'installe et se penche près du miroir. Chérie, ça va? Ta maman est passée hier, elle a dit que les choses n'allaient pas bien à la maison. Je cligne des yeux. Qu'a-t-elle dit exactement? Patty hésite. Juste que tu avais des difficultés, que Nathan n'était peut-être pas le bon. Je souris. Le genre de sourire qu'on affiche quand nos entrailles se liquéfient. Et je dis, tout va bien, Patty. Vraiment. Mais ça ne va pas bien parce que le lendemain, j'entre au marché de Dalles pour faire les courses et Madame Brouwer à la caisse me jette un regard que je n'ai jamais eu auparavant. Pitié. Pure pitié non filtrée. Vera. Chérie, si tu as besoin de parler un jour. Je ne demande pas ce qu'elle a entendu. Je le sais déjà. Ridge a une population de 4000 habitants. Dans une ville de cette taille, une rumeur ne voyage pas. Elle se téléporte. En 48 heures, ma mère a semé la même histoire à chaque comptoir de café et parking d'église, Vera est fragile. Nathan est une erreur. Le mariage ne devrait pas avoir lieu. Je commence à le sentir partout. Les regards de travers à la poste. Le ton trop doux des parents à la sortie de l'école. Les gens me traitant comme si j'étais faite de papier mouillé. Ce jeudi soir-là, alors que mon téléphone vibre, un SMS de Rachel. Ne réagis à rien de ce que ta mère fera cette semaine. Je suis sérieuse. Fais-moi confiance. Je fixe l'écran. Que c'est Rachel que je ne sais pas? Je réponds en tapant. Tu me fais peur. 3 points apparaissent, puis disparaissent, puis apparaissent à nouveau.
Bien. La peur signifie que tu fais attention. Elle n'explique pas plus. Et pour des raisons que je ne peux pas articuler, je n'insiste pas. Quelque chose bouge sous la surface. Je ne le vois juste pas encore. 5 semaines avant le mariage, ma mère appelle Gloria Cole, mais je ne l'apprends pas par Gloria. Je l'apprends par Nathan, qui l'apprend par sa mère, qui l'appelle à 9 h un samedi matin, la voix tendue et prudente. Nathan, y a-t-il quelque chose à savoir sur Vera? Nathan met le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Gloria continue, Diane m'a appelé hier soir. Elle a dit que Vera avait des antécédents elle a utilisé le mot épisode. Elle a dit que Vera avait eu besoin d'un traitement psychiatrique à l'université et qu'elle s'inquiétait pour sa stabilité. Mes mains deviennent froides. Elle m'a dit que tu devais savoir dans quoi tu t'engageais et que Nathan, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Elle a traité Vera d'émotionnellement volatile. Je regarde le visage de Nathan. Son expression ne change pas, mais un muscle près de sa tempe se contracte. Maman, dit-il. Vera a vu un conseiller après la mort de son père. C'est tout. Diane déforme la vérité. Gloria fait une pause. Je te crois, chérie. Mais elle était très convaincante. Elle a pleuré. Bien sûr, elle a pleuré. Après que Nathan raccroche, il se tourne vers moi. Pour la première fois, je vois quelque chose dans ses yeux qui n'est pas de la patience. C'est de la clarté. Ta mère n'essaie pas de te protéger, Vera. Elle essaie de te posséder. Je sais qu'il a raison. Je le sais depuis des années, peut-être, mais l'entendre à voix haute dans notre cuisine un samedi matin, avec le soleil sur le sol, ça sonne différemment et ça sonne vrai. Ne te dispute pas avec ta mère à ce sujet, je lui dis. C'est exactement ce qu'elle veut. Il acquiesce, mais sa mâchoire est serrée. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je réalise quelque chose. Ma mère n'essaie pas seulement d'arrêter un mariage. Elle essaie de démanteler chaque relation que j'ai, un appel téléphonique à la fois. Et elle n'a plus beaucoup de monde à appeler. Voici ce que personne ne vous dit à propos des mariages. L'argent disparaît avant même que la première danse ne commence. Nathan et moi avons économisé pendant 3 ans 18 000 $, tirés des salaires d'enseignantes et des premières commissions de menuiserie. Vacances annulées, une voiture d'occasion au lieu d'une neuve. Chaque dollar était destiné à quelque chose. Fleuriste, 2200. Traiteur, 4800. Dépôt du lieu, 3500. Digi, photographe, location, gâteau, le reste se remplit vite. La plupart de ces fournisseurs ont une politique d'annulation de 30 jours. Nous sommes maintenant dans cette fenêtre. Si le mariage n'a pas lieu, nous perdons presque tout. Je suis assise à la table de la cuisine un soir, notre feuille de calcul de budget ouverte sur mon ordinateur portable. Nathan est en face de moi, ponçant un pied de chaise à la main parce que le bruit de la ponceuse électrique dérange le chien de notre voisin. Si nous devions nous retirer maintenant, je dis, combien perdons-nous? Il ne lève pas les yeux. La majeure partie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la majeure partie. Je sais. 18 000 $. 3 ans à préparer mon déjeuner au lieu de l'acheter. 3 ans de Nathan travaillant les week-ends. Cet argent était censé être notre début. Un fonds d'apport, un filet de sécurité, un avenir. Et en ce moment, il est dans des contrats contrôlés par une femme qui pense que mon bonheur est une menace pour le sien. Je ferme l'ordinateur portable. Je me presse les paumes sur les yeux. Si je ne fais rien, je dis plus à moi-même qu'à Nathan. Je perds l'argent. Je perds la face devant 200 personnes. Je perds la confiance de ta mère. Je baisse les mains et je me perds. Nathan pose le papier de verre. Tu ne me perdras pas. Je sais. Alors nous allons trouver une solution. Je hoche la tête. Mais assise là, dans le calme de notre cuisine, je pense que c'est le fond. C'est le pire. Je me suis trompé. 7 jours avant le mariage, un lundi. Je corrige des copies à mon bureau pendant la pause déjeuner quand je décide d'appeler le fleuriste. Juste une confirmation rapide de routine. Le téléphone sonne 2 fois. Magnolia Floral, c'est Dawn. Bonjour Dawn, c'est Vera Westbrook. Je voulais juste vérifier notre commande pour samedi. Une pause.
Trop longue. Madame, cette commande a été annulée il y a 3 jours. Le crayon dans ma main s'arrête de bouger. Excusez-moi. Votre mère a appelé. Elle a dit que le mariage était annulé. Je raccroche. Mes doigts tremblent, mais je compose le numéro du traiteur. Mademoiselle Westbrook. Oui, nous avons reçu l'annulation jeudi. Votre mère a dit. Je raccroche à nouveau. J'appelle le lieu. Je suis désolé, Mademoiselle Westbrook. Madame Diane Westbrook a appelé et annulé la réservation. Elle a dit que la famille avait décidé. Je ne la laisse pas finir. Je suis assise à mon bureau, fixant mon téléphone, et je sens le sol sous moi se dissoudre. Pas se fissurer, se dissoudre comme du sable sous une vague. J'appelle ma mère. Elle décroche à la première sonnerie, comme si elle attendait. Maman, tu as annulé mon mariage. J'ai annulé une erreur. Ce n'était pas ta décision. Tout ce qui te concerne est ma décision, Vera. Je saisis le bord de mon bureau. Je t'ai élevé, dit-elle, sa voix plate et égale. Je t'ai nourri. J'ai enterré ton père seul. Ce mariage, il est à moi de le donner ou de le prendre. Quelque chose change en moi. Pas de colère, pas encore. Quelque chose de plus froid. Quelque chose qui dormait depuis 28 ans et qui vient d'ouvrir les yeux. Non, je dis. Ce n'est pas le cas. Je raccroche. Mes mains tremblent encore, mais ma voix était stable, et cela me surprend plus que tout ce que ma mère vient de dire. La pièce est très silencieuse. 22 élèves de 3e année sont en récréation, et je suis assise seule avec les débris. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à la maison. Je me souviens du sol de la cuisine, du froid du carrelage à travers ma robe, de la façon dont la lumière de l'après-midi formait un rectangle sur le mur qui bougeait si lentement qu'on aurait dit que le temps s'était épaissi. Je ne pleure pas. C'est la partie étrange. Je suis juste assise là, le dos contre le lave-vaisselle, mon sac toujours sur mon épaule, regardant le vide. Nathan me trouve comme ça quand il rentre de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il me regarde et ne demande pas encore ce qui s'est passé, et il s'assied juste à côté de moi sur le sol, assez près pour que nos épaules se touchent. 10 minutes passent, peut-être 15. Le réfrigérateur bourdonne. Elle a tout annulé, je dis finalement. Tous les fournisseurs, tous. Ils ne tressaillent pas. Quand? Il y a 3 jours. Dans mon dos. Sa main trouve la mienne. Sa paume est rugueuse et chaude. Elle m'a dit ce matin que c'était à elle de le donner ou de le prendre. Je dis le mariage. Notre mariage. Elle a dit que ça lui appartenait. Nathan reste silencieux un instant. Oui. Alors nous allons trouver une solution. 7 jours, Nathan. Pas de fleuriste, pas de traiteur, pas de lieu, pas d'argent pour des remplaçants. Je sais. Ma mère veut que j'échoue. La phrase est dans la pièce comme une chose vivante. C'est la première fois que je la dis à voix haute. Nathan sort son téléphone. J'appelle Rachel. Il compose. Rachel décroche. Nathan lui donne la version courte. Fournisseurs annulés. Diane responsable. 7 jours. Rachel écoute. J'entends le silence de son côté, pas le silence du choc. Raccroche. Nathan et moi nous regardons. Raccroche. Nathan et moi nous regardons. N'appelle aucun fournisseur, dit Rachel. N'appelle pas ta mère. J'ai besoin de 48 heures. La même nuit, après que je sois tombé dans quelque chose qui n'est pas tout à fait du sommeil sur le canapé, le téléphone de Nathan sonne. Il est dans la cuisine. Je l'entends répondre, j'entends sa voix baisser. Je ne bouge pas. Plus tard, beaucoup plus tard, il me raconte ce qui s'est passé. Ma mère l'a appelé à 22h47. Elle a fait une dépression à l'université. T'a-t-elle raconté toute l'histoire? Nathan ne dit rien. Elle n'a pas pu sortir du lit pendant 3 semaines. Elle a manqué les examens. J'ai dû prendre l'avion pour la ramener à la maison. Toujours rien. Elle ne gère pas le stress, Nathan. Elle va s'effondrer. C'est toi qui ramasseras les morceaux. Il la laisse parler.
Pars maintenant, dit-elle. Sauve-toi. Tu sembles être un homme bien. Ne la laisse pas ruiner ta vie. Nathan tend la main sur le comptoir et appuie sur un bouton de son téléphone. Enregistré. La Géorgie est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant. Il le sait parce que son ami Marcus le lui a dit une fois après qu'un entrepreneur a essayé de le tromper sur un travail. C'est tout, Diane, dit-il calmement. J'essaie de t'aider. Notez. Il raccroche. Il enregistre le fichier. Il ne me le dit pas cette nuit-là. Il peut voir que je tiens à peine et qu'un coup de plus pourrait fissurer les fondations. Le lendemain matin, il se rend à l'appartement de Rachel avant le travail. Il lui tend son téléphone, l'enregistrement en attente. Rachel écoute. Son visage ne change pas. Quand ça se termine, elle regarde Nathan et dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Nathan demande « Qu'est-ce que tu prévois, Rachel ?» Elle tapote le téléphone contre sa paume. Une assurance. Il attend. Le genre que ta belle-mère ne peut pas annuler. Elle n'en dit pas plus. Et Nathan, parce qu'il est Nathan, lui fait confiance de la même manière que moi, complètement. Et Rachel m'a dit d'attendre 48 heures. Ce furent les 48 heures les plus longues de ma vie. Mais je ne savais pas encore qu'elle se préparait à ce moment depuis 6 mois. 5 jours avant le mariage. Rachel arrive à notre porte, portant une chemise cartonnée assez épaisse pour caler une fenêtre. Elle s'assoit à notre table de cuisine, la même table où Nathan a fait sa demande, où j'ai appris les annulations, où chaque tournant de cette année s'est produit, et ouvre le dossier. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle. Et j'ai besoin que tu me laisses finir avant de réagir. Je hoche la tête. Le jour où ta mère s'est portée volontaire pour s'occuper du mariage, il y a 6 mois, j'ai commencé à faire des plans de secours. Je la fixe. 6 mois. Tu te souviens de ta remise de diplôme universitaire? Je m'en souviens. Ma mère est arrivée 40 minutes en retard, a commencé une dispute avec les parents de ma colocataire à propos du parking et a passé la réception à dire à tout le monde que mon diplôme en éducation était un gaspillage et que j'aurais dû me lancer dans les affaires. J'ai pleuré dans la salle de bain. Rachel m'a tenu les cheveux. Je me suis fait une promesse ce jour-là, dit Rachel. Elle ne te gâcherait plus jamais un autre événement important. Elle sort un contrat imprimé. Elmwood Garden Estate, une propriété avec jardin privé à 12 minutes du centre-ville de Ridge Hill, appartenant à une femme nommée June Whitfield, une amie de Rachel de l'événementiel. Le contrat est signé, au nom de Rachel, daté de 6 mois plus tôt. Un dépôt de $2000. L'argent de Rachel. Tu as dépensé ton propre argent? Ma voix se brise. Tu ferais la même chose pour moi. Je regarde la date sur le contrat. 6 mois. Elle a commencé ça la même semaine où ma mère a pris en charge les appels aux fournisseurs. Rachel l'a vu venir avant moi, avant tout le monde. Nathan s'appuie contre le comptoir, les bras croisés. Il regarde Rachel comme si elle venait de traverser un mur. Je n'ai pas fait ça parce que je déteste ta mère, dit Rachel. J'ai fait ça parce que je t'aime. Je n'ai pas de mots. J'ai juste des larmes. Et pour la première fois depuis des mois, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Rachel feuillette le dossier comme un général briefant une salle de guerre. Fleuriste, Sandy S. Bloom de Carterville. Fleurs sauvages, tournesol, lavande. Elle me regarde. Exactement ce que tu voulais à l'origine. Je presse ma main sur ma bouche. Traiteur, Big Jim Smokehouse. Porc effiloché, pain de maïs, poitrine de bœuf, thé glacé et bocaux maçonnes. Nathan pousse un petit rire. Le premier que je lui entends depuis des semaines. Le DJ est mon ami Marcus, la photographe, ma collègue Lena. Elle fait des mariages en parallèle. Coût de remplacement total, $6500. Je l'ai couvert. Tu me rembourseras quand tu pourras. Je secoue la tête. Rachel, ce n'est pas négociable. Elle passe à autre chose. Liste d'invités. J'ai pris la liste originale que tu m'as partagée quand tu t'es fiancé, avant que ta mère ne prenne le contrôle des communications. 200 noms, numéros de téléphone, email. J'ai une base de données de contacts séparée pour chacun d'eux. Elle explique le plan. Le matin du mariage,
elle enverra un SMS de masse et fera des appels personnels aux 15 invités les plus importants. La famille de Nathan, mon oncle Tom, les amis proches. Le message, le lieu a été amélioré, nouvelle adresse, arrivée à 15 heures. Elle le présentera comme une surprise. Et ma mère, je demande. Rachel me regarde dans les yeux. Elle reçoit l'adresse originale. Seulement l'adresse originale. La pièce devient silencieuse. J'ai aussi appelé quelqu'un d'autre, dit Rachel, sa voix prudente maintenant. Maggie Coulter, WRDG-TV. Un reportage d'intérêt local. La meilleure amie sauve le mariage, une histoire d'amour communautaire. Maggie ne connaît pas les détails sur ta mère. Elle sait juste que c'est un reportage feel-good au point. J'hésite. Une équipe de tournage me semble être une étape que je ne peux pas annuler. Rachel lit mon visage. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais Vera, ta mère a mis ça sur Facebook. Elle l'a rendu public en premier. C'est juste la vérité qui rattrape son retard. Une partie de moi se sent coupable. L'autre partie, celle que ma mère avait fait taire pendant 28 ans, ressent quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. Je ne dors pas cette nuit-là. Je suis allongé dans mon lit, Nathan respirant lentement et régulièrement à côté de moi. Et je revois le film de ma vie à l'envers. Chaque anniversaire que ma mère a ramené à elle-même, l'année où elle a annoncé sa chirurgie de la hanche à mes 16 ans. Chaque réussite qu'elle a diminuée. L'enseignement, c'est bien, mais ce n'est pas une carrière. Chaque petit ami qu'elle a fait fuir avant Nathan, les appelant tous pas assez bien jusqu'à ce que je croie que j'étais le problème. Et mon père. La dernière chose qu'il m'a dite, 3 jours avant la crise cardiaque, debout à l'évier de la cuisine de la maison où j'ai grandi, ne laisse personne te rabaisser, Vera. Pas même moi. Je n'ai pas compris alors. Je pense que je comprends maintenant. À 6 heures du matin, j'appelle Rachel. Faisons-le. Tu es sûr? Je suis sûr. Bien. J'active tout aujourd'hui. Je raccroche et fais un autre appel. Oncle Tom, le frère cadet de mon père, ancien militaire à la retraite, gère un entrepôt dans la ville voisine. Il a été dans ma vie depuis ma naissance, mais a gardé ses distances par rapport à l'orbite de ma mère. Homme intelligent. Oncle Tom, j'ai besoin de te demander quelque chose. Vas-y. Veux-tu me conduire à l'hôtel? La ligne devient silencieuse. Je l'entends s'éclaircir la gorge. Quand il parle, sa voix est rauque. Ton père serait si fier, Vera. Je presse le téléphone contre ma poitrine après que nous raccrochions. Je m'assois sur le bord du lit et respire. Voici ce que je ne fais pas. Je n'appelle pas ma mère. Je n'explique pas. Je ne supplie pas. Je ne négocie pas. Pour la première fois en 28 ans, je choisis le silence. Pas le silence de la soumission. Le silence de quelqu'un qui a enfin décidé. 4 jours avant le mariage et ma mère pense toujours qu'elle a gagné. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. Pourquoi ma mère a fait ce qu'elle a fait? Était-ce de la haine? Était-ce de la peur? Était-ce quelque chose de brisé en elle qui ne supportait pas de me voir entière? Je n'ai toujours pas de réponse parfaite, mais je suis curieuse. Si vous découvriez que votre propre mère avait annulé tout votre mariage, que feriez-vous? L'affronteriez-vous? Resteriez-vous silencieux comme moi? Feriez-vous quelque chose d'entièrement différent? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Et maintenant, retour à 4 jours avant le mariage. 4 jours avant le mariage, un jeudi. Je suis debout dans le couloir devant ma salle de classe à l'école élémentaire de Ridge Hill, remplissant ma bouteille d'eau à la fontaine quand j'entends sa voix. Pas au téléphone cette fois-ci, en personne, dans mon bâtiment. Je suis ici pour voir ma fille. Je lève les yeux. Ma mère est debout au bout du couloir, parlant à la bénévole de l'accueil, assez fort pour que toutes les portes de classe ouvertes puissent l'entendre. Elle est instable. Je crains qu'elle ne fasse un autre épisode. Madame Patterson, la maîtresse de 5e année, apparaît dans l'embrasure de sa porte. Monsieur Gaines, le concierge, s'immobilise au milieu de son balayage. 2 parents attendant une conférence de prise en charge se tournent pour regarder. Mon visage devient blanc. Je peux sentir le sang le quitter,
comme si quelqu'un avait tiré sur une prise. Je marche vers elle. Des pas assurés. Mes baskets grincent sur le linoléum. Maman, c'est mon lieu de travail. S'il te plaît, pars. Elle pivote pour me faire face et son expression change. Blessée, meurtrie, le menton tremblant. Doucement mais fermement. Madame, je vais devoir vous demander de sortir, doucement mais fermement. Ma mère regarde autour du couloir les visages qui la fixent, les portes entr'ouvertes, et redresse ses épaules. Vous verrez, dit-elle, marchant vers la sortie. Tout le monde verra. La porte se ferme derrière elle. Le couloir se détend lentement. Tandis que M. Gain reprend son balayage, Madame Patterson me fait un petit haussement d'épaule impuissant. Puis une main touche mon coude. Madame Daniels, 62 ans, a enseigné dans cette école pendant 30 ans, des lunettes de lecture sur une chaîne perlée. Elle se penche. Chérie, ma mère était pareille. Ne la laisse pas gagner. 5 mots d'une quasi-inconnue. Et ils me soutiennent pour le reste de la journée. 2 jours avant le mariage, le dîner de répétition a lieu chez Gloria Cole, une maison de style ranch confortable avec un porche enveloppant et des guirlandes lumineuses que Nathan a accrochées l'été dernier. Environ 30 personnes, la famille de Nathan, quelques amis proches, Rachel, oncle Tom, poulet frit, salade de pommes de terre, la fameuse tarte aux patates douces de Gloria. L'ambiance est chaleureuse, nerveuse, pleine d'espoir. Ma mère n'était pas invitée. Elle vient quand même. J'entends sa portière à 19h15. Elle monte les marches du porche, portant une bouteille de vin et un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Gloria ouvre la porte, surprise. Diane, nous ne nous attendions pas. Je suis la mère de la mariée. Elle entre. Le salon devient silencieux. Le cousin de Nathan, Danny, pose sa fourchette. L'oncle Tom se redresse sur sa chaise près de la fenêtre. Ma mère se verse un verre de vin, sa propre bouteille, et le lève. J'aimerais porter un toast. Personne ne l'arrête. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle compte sur la politesse. J'espère juste que Nathan sait dans quoi il s'embarque. Un murmure. Ce mariage dure plus longtemps que son. Ce mariage dure plus longtemps que son attention. La pièce est un souffle retenu. Gloria se lève. Sa voix est du fer enveloppé de velours. Diane, ça suffit. Ma mère prend une gorgée, pose le verre, regarde les 30 visages qui la fixent. J'ai dit ce que j'ai dit. Elle sort. La moustiquaire claque derrière elle. Je suis en silence. Puis la main de Nathan trouve la mienne sous la table. Il me serre. Je serre en retour. Gloria traverse la pièce et se penche près de ma chaise. Ses yeux sont humides. Elle murmure, « Je suis désolé de t'avoir jamais douté. » Et puis plus doucement, « Tu es la bienvenue dans cette famille, Vera. » Toujours. La veille du mariage, vendredi soir, je plie des serviettes dans l'appartement de Rachel. Elle a insisté pour que je passe la nuit chez elle afin que Diane ne puisse pas me joindre quand mon téléphone vibre. Une capture d'écran de ma collègue Jenny. Oui, c'est une publication Facebook. Le compte de ma mère. Priez pour ma fille. Elle se précipite dans un mariage contre avis médical. J'ai fait tout ce que je pouvais. Le cœur d'une mère est brisé. Contre avis médical. Je le lis 3 fois. Chaque fois, les mots se réorganisent en quelque chose de plus laid. Il n'y a pas d'avis médical. Il n'y a pas de médecin qui ait dit de ne pas se marier. Ma mère a inventé une crise médicale et l'a postée à 800 personnes dans une ville où tout le monde connaît le deuxième prénom de tout le monde. Mes mains tremblent. Rachel regarde, lit la capture d'écran, et son expression ne change pas. Elle a dépassé le choc. Elle est en mode opérationnel. Je l'ai vue il y a 20 minutes. Elle dit 800 personnes. Rachel, je sais. Elle dit à toute la ville que je suis malade mentale. Rachel prend le téléphone de ma main. Pas brusquement. Comme une infirmière qui retire quelque chose qui fait mal à un patient. Ne réponds pas. Demain, la vérité parlera d'elle-même. Nathan appelle de notre maison. Il l'a vu aussi. Je vais passer. Reste. Je dis, je vais bien. Je suis avec Rachel. Tu es sûr?
Je suis sûr. Il fait une pause. Plus d'écran ce soir, Vera. Je suis d'accord. Rachel prend mon téléphone et le met dans un tiroir de la cuisine. Elle prépare du thé à la camomille. Nous nous asseyons sur son canapé, ne parlant pas beaucoup, juste respirant dans la même pièce. Je suis allongé dans le lit d'amis de Rachel cette nuit-là, les yeux ouverts, fixant le ventilateur de plafond, tournant lentement. Demain sera différent. Je n'ai plus peur. Quelque chose a changé doucement, comme une clé tournant dans une serrure. Pour la première fois, je peux voir clairement, plus clairement que jamais dans ma vie. Samedi matin, jour du mariage, 6 heures. Je me réveille dans la chambre d'amis de Rachel au son de son téléphone. Oui, madame. Mise à niveau du lieu. Surprise pour les mariés. Et la nouvelle adresse est Elmwood Garden Estate, 412 Whitfield Lane. Arrivé à 15 heures. N'allez pas à l'adresse originale. Elle arpente son salon en survêtement et casque. Une feuille de calcul imprimée à la main avec 200 noms, chacun surligné en jaune, vert ou rouge. Jaune, SMS de masse envoyé. Vert, confirmé. Rouge, nécessite un appel personnel. À 8 heures, elle a fait 15 appels. Gloria Cole confirmé. Oncle Tom confirmé. Le cousin de Nathan, Danny, sa tante Margaret, les Anderson d'à côté, ma collègue Jenny, Madame Daniels. Confirmé. 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 À 10 heures, 197 invités sur 200 ont confirmé le nouvel emplacement. 3 ne peuvent pas y assister. L'un a un enfant malade. 2 voyagent. Aucun n'est lié au sabotage de ma mère. Une personne n'est pas du tout sur la liste de contacts. Diane Westbrook ne reçoit ni SMS, ni appel, ni nouvelle adresse. Pour elle, le mariage a lieu au lieu original, celui qu'elle a annulé. Le terrain vide. À midi, je mets ma robe dans la chambre de Rachel. Elle est simple, ivoire, longueur T, manche en dentelle. Je l'ai achetée dans une friperie à Atlanta. $60. Ma mère l'a appelée embarrassante d'occasion. Je l'appelle la mienne. L'oncle Tom arrive à 13h30. Il porte un costume gris, des chaussures cirées, les yeux déjà rouges. Il me voit et s'arrête dans l'embrasure de la porte. Seigneur, Vera, tu ressembles à ton père le jour de son mariage, têtue et belle. Rachel vérifie sa montre, vérifie sa liste. Elle me regarde. Prête? Je lisse ma robe. Je prends une inspiration. Je suis prête depuis 28 ans. Pour la première fois, mon mariage me semble être le mien. Elmwood Garden Estate est situé au bout d'une allée de gravier bordée de pacaniers. Il y a un portail en bois blanc, grand ouvert. Au-delà, une pelouse vallonnée bordée de parterres de fleurs sauvages, de tournesol, de lavande, de gypsophile. Les fleurs que j'ai choisies. Les fleurs que ma mère a effacées. Rachel les a ramenées. Des guirlandes lumineuses sont tendues entre 2 vieux chênes vivants, se balançant juste assez pour faire scintiller la lumière. Des chaises en bois bordent une allée centrale. Des chaises que Nathan a construites lui-même au cours de la dernière année. Une chaque week-end empilée dans son atelier où je pensais qu'il restait simplement occupé. Il construisait notre mariage sans que je le sache. Le barbecue est déjà en marche. Big Jim lui-même dans son tablier en jean s'occupe du fumoir. Porc effiloché, pain de maïs, thé glacé et bocaux maçonnent, exactement comme je l'avais rêvé. Les invités commencent à arriver à 14h30. Ils passent le portail et s'arrêtent. Presque tous s'arrêtent. Certains se pressent les mains sur la poitrine. Certains rient d'incrédulité. Madame Henderson murmure à son mari, c'est mieux que l'original. Gloria Cole entre, voit les fleurs sauvages, voit les chaises faites à la main, voit les guirlandes lumineuses attrapant le soleil de l'après-midi en Géorgie. Elle me trouve près du treillis du jardin et m'enserre dans ses bras. Fort, réel, c'est à ça que ton mariage était toujours censé ressembler. Maggie Coulter de WRDG-TV arrive discrètement avec son caméraman. Il s'installe sur le côté, discret, professionnel. Rachel les briefe. Une histoire réconfortante sur l'amitié et la communauté. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. La vieille Madame Freeman, ma voisine depuis l'enfance,
81 ans, avec son chapeau de dimanche et tout, me trouve et prend mes deux mains. Ton père te regarde, chérie. Je le sais. Je la crois. 200 chaises, 197 invités, et la seule personne manquante est celle qui a essayé de s'assurer que rien de tout cela n'existerait. 15 heures. La lumière de l'après-midi devient dorée. L'oncle Tom me prend le bras au bout de l'allée. Sa prise est ferme, militaire, mais sa main tremble. Pas lent, murmure-t-il. Fais en sorte que ça compte. La musique commence. Pas une grande pièce orchestrale, juste une guitare. L'ami de Rachel, Caleb, assis sur un tabouret sous le chêne vivant et jouant une version en picking de la chanson sur laquelle Nathan et moi avons dansé lors de notre premier rendez-vous dans son atelier. De la sueur toujours sur le sol. Je m'avance. 200 visages se tournent. Certains sourient. Certains pleurent déjà. Gloria Cole tient un mouchoir à son nez. Madame Daniels me fait un signe de tête depuis la 3e rangée. Petit, stable, certain. Nathan se tient au bout de l'allée. Ses mains sont jointes devant lui. Ses yeux sont rouges et il ne le cache pas. Il ne m'a jamais rien caché. L'oncle Tom me livre à Nathan, lui serre la main et dit « Prends soin d'elle ou tu auras affaire à moi ». Nathan acquiesce. « Oui, monsieur ». L'officiant, David, un ami d'université de Nathan, ordonné en ligne le mois dernier spécifiquement pour ça, reste simple. Courte lecture, pas de sermon, puis les vœux. Nathan commence. Sa voix se brise une fois sur le mot au foyer. Mon tour. Je ne lis pas sur une carte. Je le regarde et dis ce que je retiens depuis des mois. Je te choisis non pas parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que je sais enfin que je mérite d'être aimé sans condition. Le jardin se tait, même les oiseaux, semble-t-il. Je n'ai pas besoin de permission pour être heureuse. De personne. Plus maintenant. La main de Nathan trouve la mienne. L'officiant nous déclare mariés. Nous nous embrassons sous les chênes vivants et les guirlandes lumineuses se balancent. Et 197 personnes se lèvent. Le son de leurs applaudissements remplit le jardin comme une vague. Et quelque part à 12 minutes de là, un terrain vide attend en silence. À 15h15, à 12 minutes de là. J'ai appris les détails plus tard, reconstitués à partir de l'oncle Tom, du gardien de sécurité, et des images de Maggie Coulter. Ma mère se rend au lieu original à 14h45. Elle gare sa berline argentée, celle qu'elle garde toujours impeccable parce que les apparences comptent, et en sort, vêtue d'une robe bleu marine et de boucles d'oreilles en perles. Elle n'est pas habillée pour le deuil. Elle est habillée pour la victoire. Elle se dirige vers le terrain. Il est vide. Pas de tente, pas de chaise, pas de fleurs, pas de traiteur. Les fournisseurs annulés, le lieu vide, les fournisseurs annulés, le lieu vide. Le rêve de sa fille effacé. Dans son esprit, l'histoire se termine ici, avec Vera humiliée, rampant, ayant à nouveau besoin de maman. Puis elle regarde autour d'elle. Pas de voiture, pas d'invités qui arrivent. Pas de parents confus qui déambulent. Personne ne pleure au téléphone. Personne du tout. Le sourire s'estompe et elle sort son téléphone pour m'appeler. Ça sonne 5 fois et ça va sur la messagerie vocale. Elle appelle Rachel. Messagerie vocale. Elle appelle Gloria Cole. Messagerie vocale. Elle fait défiler ses contacts et appelle le cousin de Nathan, Danny. Messagerie vocale. Madame Henderson, messagerie vocale. Génie de mon école. Messagerie vocale. Cet appel. 8. 9. Pas une seule réponse. Elle se tient au milieu de ce terrain vide, téléphone pressé contre son oreille, tournant lentement. Le soleil est chaud. Les cigales sont bruyantes. Et elle est complètement, totalement seule. J'essaie d'imaginer ce que ce moment a ressenti pour elle. La seconde exacte où elle a compris. La seconde où le sourire est tombé et la réalisation a atterri comme une pierre dans l'eau calme. Elle est venue me voir briser. Au lieu de cela, elle s'est tenue dans un champ vide, appelant numéro après numéro, et personne n'a répondu. Quelqu'un répond finalement. Une cousine éloignée de Nathan, Bev, 74 ans, malentendante, n'a probablement pas compris la note ne dit rien à Diane.
Elle décroche à la 6e sonnerie. Oh, Diane, tu n'as pas eu le message? Le mariage est maintenant à Elmwood Garden. Bel endroit sur Whitfield Lane. Ma mère raccroche sans dire au revoir. 25 minutes plus tard, elle a dû enfreindre toutes les limitations de vitesse de Ridge Hill. Sa berline argentée crisse sur l'allée de gravier d'Elmwood Garden Estate. Elle voit le portail blanc, les guirlandes lumineuses à travers les arbres. Elle entend la musique, les rires, le tintement des verres, et la douce odeur fumée du barbecue flottant dans l'air de Géorgie. Et elle se gare. Elle marche jusqu'au portail. Ses talons s'enfoncent légèrement dans le gravier. Un homme se tient à l'entrée. Kyle, l'ami de Rachel, un M88, visage calme, tenant un presse-papier. Il a été briefé. Bon après-midi, madame. Puis-je voir votre invitation? Ma mère se redresse. Je suis la mère de la mariée. Kyle baisse les yeux sur sa liste. Il l'a scannée attentivement, de haut en bas. Il lève les yeux. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste des invités. Ma mère le fixe. Sa bouche s'ouvre puis se referme. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, madame. J'ai vérifié 2 fois. À travers le portail. Elle peut voir les chaises, les fleurs sauvages, les bocaux maçonnent, les invités riant. Elle peut voir l'arrière de ma robe. Elle peut voir le bras de Nathan autour de ma taille. Tout ce qu'elle a essayé de détruire est là, vivant et entier et lumineux. Et il y a un portail entre elle et tout cela, et un homme avec un presse-papier et son nom nulle part sur la liste. Je comprends que c'est difficile, dit Kyle doucement. Mais je ne peux autoriser que les invités figurant sur la liste. Pour la première fois de sa vie, ma mère est de l'autre côté d'une porte qu'elle ne peut pas ouvrir, et la clé n'est pas entre ses mains. Elle ne part pas silencieusement. J'ai reconstitué cela à partir des images de Maggie Coulter, que je n'ai regardées qu'une seule fois, 2 semaines plus tard, et plus jamais. La voix de ma mère monte. D'abord mesurée, puis aiguë, puis rauque. C'est le mariage de ma fille. Je suis sa mère. Kyle ne bouge pas. Il garde les mains jointes devant lui et son expression neutre. Il a été formé pour ça. Rachel a pensé à tout. Madame, je comprends, mais je ne suis pas autorisé à autoriser. Je lui ai donné naissance. Plusieurs invités près du portail tournent la tête. La tante de Nathan, Margaret, murmure quelque chose à la personne à côté d'elle. Madame Henderson secoue lentement la tête. Ma mère voit les visages qui la regardent, non pas avec sympathie, non pas avec confusion, mais avec reconnaissance. Ils savent ce qu'elle a fait. Le message de changement de lieu de Rachel était clair. En raison d'annulations imprévues de fournisseurs par un membre de la famille, le lieu du mariage a été déplacé. Tout le monde sait qui est ce membre de la famille. Puis ma mère voit la caméra. Maggie Coulter et son caméraman se sont rapprochés du portail. Pas agressivement, juste en faisant leur travail. La lumière rouge est allumée. Ma mère se fige. Les larmes, celles qu'elle peut invoquer sur commande, s'arrêtent. Elle regarde l'objectif comme un cerf regarde les phares pendant un long moment. Alors elle se tient là, le masque se fissurant, non pas la mère en deuil, non pas le parent protecteur, juste une femme en robe bleu marine qui a tout misé sur le contrôle et a perdu. Elle se retourne, marche vers sa voiture, ouvre la porte, entre, s'éloigne. Elle ne regarde pas en arrière. Dans le jardin, je danse. Nathan me guide dans un pas de 2 maladroit sur l'herbe pendant que Caleb joue de la guitare et que les guirlandes lumineuses s'allument au coucher du soleil. Je ne sais pas que ma mère est venue. Je ne sais pas qu'elle est partie. Rachel se tient près de la table des desserts, observant le portail. Elle voit la berline argentée disparaître sur le chemin de gravier. Elle prend son verre de thé glacé, prend une gorgée et retourne sur la piste de danse. Pas de triomphe, pas de jubilation, juste la paix. Elle est venue, me dit Rachel, quelques jours plus tard, elle est partie. Tu n'as rien manqué. Le reste de la soirée est le genre d'ordinaire dont j'avais tant faim. Des assiettes en carton chargées de porc effiloché, du thé glacé rempli 3 fois. Le neveu de Nathan, Brady, 7 ans, chassant les lucioles sur la pelouse pendant que sa grand-mère lui crie de faire attention au parterre de fleurs. Nous coupons le gâteau. 2 étages, glaçage au beurre, un petit bouquet de fleurs sauvages sur le dessus.
J'ai fait le dessus moi-même. 2 minuscules figurines en bois que Nathan a sculptées le mois dernier. Il pensait que je ne remarquais pas les copeaux de bois sur son établi. J'ai remarqué. Gloria se lève pour parler. Ce n'est pas une femme qui aime l'attention du public. Alors, quand elle s'éclaircit la gorge et que le jardin se tait, cela signifie quelque chose. Je ne suis pas une oratrice, dit-elle. Mais je veux dire ceci, bienvenue dans la famille, Vera. Pour de vrai cette fois-ci. Quelques personnes rient. Quelques personnes pleurent. Je fais les deux. L'oncle Tom prend la parole ensuite. Il tient son verre fermement, mais sa voix tremble. Mon frère a toujours dit que Vera trouverait son chemin. Il fait une pause, avale. Il avait raison. Les applaudissements sont doux, pas un rugissement, juste un son chaud et régulier comme la pluie sur un toit de Porsche. Donc je suis assise à la longue table en bois, une que Nathan a construite pour un client l'année dernière, mais qu'il a décidé de garder. Et je regarde autour de moi, 200 personnes mangeant du barbecue dans un jardin rempli de fleurs sauvages sous des guirlandes lumineuses dans une petite ville de Géorgie. Personne ne joue de rôle. Personne ne gère les apparences. Personne ne regarde pour voir si je vais craquer. Pour la première fois de ma vie, une célébration n'est pas prise en otage. Rachel me regarde de l'autre côté de la table. Elle lève son bocal maçonne. Je lève le mien, mais nous ne disons rien. Nous n'avons pas besoin de le faire. C'était la première célébration de ma vie qui ne m'a pas été volée. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité, et que les guirlandes lumineuses clignotaient encore doucement dans le jardin vide, Nathan et moi nous asseyons sur les marches du porche de notre maison. Mes chaussures sont enlevées, sa cravate est desserrée, l'air nocturne sent le jasmin et la fumée persistante. Il y a quelque chose que je dois te montrer, dit-il. Il sort son téléphone et ouvre un fichier audio. Daté d'il y a 6 jours, 22h47. Je ne t'ai pas montré ça avant parce que tu étais déjà en train de craquer. Il appuie sur lecture. La voix de ma mère remplit le porche sombre. Elle a fait une dépression à l'université. T'a-t-elle raconté toute l'histoire? J'écoute. Elle ne gère pas le stress. Elle va s'effondrer. Je continue d'écouter. Par maintenant. Sauve-toi. L'enregistrement se termine. Les cigales prennent le relais. Je reste avec ça. La voix de ma mère. Celle qui m'a bercé. Celle qui m'a lu des histoires. Celle qui m'a dit que j'étais trop fragile, trop brisé, trop abîmé pour que quiconque puisse m'aimer, suspendu dans l'air chaud de la nuit. Je ne suis pas abîmé, dis-je. Je ne l'ai jamais été. Nathan ne discute pas. Il attend juste. Je veux envoyer ça à Maggie Coulter. Il me regarde. Tu es sûr? Ma mère l'a mis sur Facebook en premier. Elle a dit à 800 personnes que j'étais malade mental. Elle a dit à toute la ville que mon mariage était une erreur. Je croise les mains. Je ne vais pas la dénoncer. Oh, je vais juste laisser les gens entendre sa vraie voix. D'accord. Et les annulations de fournisseurs, les emails, les messages vocaux où elle a prétendu être moi. Rachel a tout ça. Nathan acquiesce. Ce n'est pas une vengeance, dis-je, autant à moi-même qu'à lui. C'est juste la vérité. Sans qu'elle ne la modifie. Il me prend dans ses bras. La lumière du porche vacille. Quelque part sur la route, un chien aboie 2 fois et s'arrête. Je ne fais pas ça pour lui faire du mal. Je fais ça pour qu'elle ne puisse jamais réécrire l'histoire. Le lendemain matin, dimanche, je suis assise à la table de la cuisine avec une feuille de papier vierge et un stylo, pas un email, pas un SMS, une lettre, manuscrite, parce que certaines choses doivent demander un effort. J'écris 3 brouillons avant de réussir. Le premier est trop en colère. Le second est trop gentil. Le troisième est honnête. Maman, je t'aime. J'ai besoin que tu le saches d'abord parce que le reste de cette lettre sera difficile à lire. Tu as annulé mon mariage. Tu as dit à mon fiancé que j'étais une marchandise endommagée. Tu as dit à la ville que j'étais malade mental. Tu as dit à sa mère que j'étais instable. Tu es venu sur mon lieu de travail et as insinué que je faisais une dépression devant mes collègues. Tu as posté sur Facebook que je me mariais contre avis médical. C'était un mensonge.
Je ne te déteste pour rien de tout cela, mais je ne peux pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je pense que tu as peur. Je pense que tu as peur depuis la mort de papa. Peur d'être seul. Peur de perdre le contrôle. Et peur que si je construis ma propre vie, il n'y ait plus de place pour toi. Il y a de la place. Il y aura toujours de la place, mais pas comme ça. J'ai besoin de distance. Je ne sais pas pour combien de temps. Quand tu seras prête à parler, vraiment parler, sans culpabilité, sans larmes utilisées comme arme, sans essayer de contrôler la conversation, je serai là. Mais la porte s'ouvre de mon côté maintenant. Pas du tien. Je t'aime, maman. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la captivité. Vera. Je plie la lettre. Je la mets dans une enveloppe et j'écris Diane Westbrook sur le devant. Je conduis jusqu'à la maison de l'oncle Tom et la lui remets. Il la lit, debout dans l'embrasure de sa porte. Quand il a fini, il la plie soigneusement et me regarde. Ton père aurait écrit la même chose. Il la livre cet après-midi-là. Je ne demande pas comment elle a réagi. Je ne suis pas prête à savoir. Une semaine après le mariage, le reportage de Maggie Coulter est diffusé sur WRDG-TV. L'émission dure 4 minutes et demie pendant les informations de 18 heures. Mais l'angle, la demoiselle d'honneur sauve le mariage de sa meilleure amie après un sabotage familial, une histoire d'amour de Rigel. Maggie le rend de bon goût. Elle ne nomme pas directement ma mère. Elle dit qu'un membre de la famille a annulé tous les fournisseurs de mariage une semaine avant la cérémonie. Elle montre des images du jardin, des fleurs sauvages, des guirlandes lumineuses, Nathan et moi dansant. Elle interviewe Rachel, qui dit simplement, quand quelqu'un que vous aimez est en difficulté, vous n'attendez pas la permission d'aider. Elle n'a pas besoin de nommer Diane. Mais dans une ville de 4000 habitants, la soustraction est une identification. Si la mère de la mariée n'est pas dans les images du mariage, et qu'un membre de la famille a fait le sabotage, tout le monde fait le calcul. En 3 jours, j'entends les répercussions. Le message de Diane, celui sur la vie médicale, est partagé par capture d'écran dans la moitié de la ville avant qu'elle ne puisse le supprimer. Au moment où elle le fait, il est trop tard. Les gens le placent côte à côte avec le reportage de Maggie. L'auxiliaire des femmes de Rigel, où Diane a siégé au conseil pendant 6 ans, lui envoie un email poli. Nous pensons qu'il est préférable que vous preniez un congé le temps que les choses se calment. Au salon de coiffure de Patty, Patty elle-même dit à Diane lors de son rendez-vous, « Diane, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un, un professionnel. » Les voisins cessent de saluer depuis leurs allées. Les invitations au dîner partage du dimanche cessent d'arriver. Les appels téléphoniques se raréfient. Il semble que la monnaie de ma mère à Rigel ait toujours été sa réputation. La veuve dévouée, la mère sacrifiée, la femme qui tenait tout. Cette monnaie est maintenant sans valeur. Une femme sur le groupe Facebook de la ville écrit « Ce que tout le monde pense ». J'ai toujours cru que Diane était une mère dévouée. Il s'avère que dévouée et contrôlante se ressemblent de l'extérieur. J'apprends la suite par l'oncle Tom, qui prend des nouvelles de ma mère parce que, malgré tout, elle reste la femme de son défunt frère. Et Tom est le genre d'homme qui n'abandonne pas les gens même quand ils l'ont mérité. Diane l'appelle un mercredi soir, 2 semaines après le mariage. Elle pleure. Ils ont retourné ma fille contre moi. Tom ne mâche pas ses mots. Personne ne l'a retourné, Diane. Tu l'as poussé. C'est mon enfant. J'ai le droit. Tu as le droit de l'aimer. Tu n'as pas le droit de la posséder. Elle lui raccroche au nez, rappelle 20 minutes plus tard, plus calme, essayant un angle différent. Rachel a tout manipulé. Elle a empoisonné Vera contre moi. Rachel a sauvé un mariage que tu as essayé de détruire. Silence. Tom me dit qu'elle appelle quelques-unes de ses vieilles amies de l'auxiliaire des femmes. Elle leur dit qu'elle a été mise à l'écart par sa fille et la meilleure amie manipulatrice de sa fille. Le récit est familier, Diane, la victime. Diane, la martyre incomprise. Mais cette fois, personne n'y croit. Tout le monde a vu le message Facebook. Tout le monde a regardé le reportage de Maggie. Nous avons besoin d'aide. Vraiment de l'aide, pas de la sympathie. Tom a besoin d'aide. Vraiment de l'aide, pas de la sympathie.
Tom passe devant la maison de Diane un soir et voit les lumières allumées dans la cuisine. À travers la fenêtre, elle est assise seule à la table, regardant un vieil album photo. Son album de mariage, elle est mon père. Jeune, souriant, intact. Il me le dit avec précaution, comme s'il n'était pas sûr que je veuille l'entendre. J'écoute. J'espère qu'elle se fera aider. Je dis que je le pense. Pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que je sais à quoi ressemble quelqu'un qui se noie et qui est trop fier pour appeler à l'aide. Je dis à Tom que si elle accepte de voir un thérapeute, j'irai à une séance de thérapie familiale avec elle. C'est mon offre. Ce n'est pas un pardon. C'est une condition. Et c'est la chose la plus généreuse que je puisse offrir en ce moment. L'argent se règle en grande partie de lui-même. Ensuite, Nathan et moi contactons les fournisseurs originaux, ceux que ma mère a annulés en se faisant passer pour moi. Nous apportons les reçus, les emails où Diane signait comme Vera Westbrook, les messages vocaux où elle utilisait mon nom. Le fleuriste et le traiteur examinent tous deux les preuves et sont d'accord. Nous n'avons pas autorisé l'annulation. Don de Magnolia Floral rembourse $2,200. Le traiteur restitue $4,800. Ça fait $7,000 de retour. Pas tout, mais assez pour respirer. Le lieu, le Ridge Hill Community Pavilion, a une politique plus stricte. Pas de remboursement après 30 jours, mais le gérant, après avoir entendu l'histoire et vu les messages vocaux, offre un crédit pour un événement futur. Nathan dit, nous l'utiliserons pour une fête d'anniversaire de mariage. Je ris pour la première fois depuis longtemps. Nous remboursons Rachel les $6,500 en 2 mois. Elle résiste. Considérez-le comme un cadeau de mariage, dit-elle. Je le vire quand même. Certaines dettes ne sont pas une question d'argent, elles sont une question de respect, comme quelque chose d'inattendu vient du mariage lui-même. 3 invités qui ont vu les chaises et tables faites à la main que Nathan a fabriquées pour la réception le contactent la semaine suivante. Des commandes de meubles sur mesure, un ensemble de salles à manger pour les Anderson, une chaise à bascule pour la vieille Madame Freeman, une bibliothèque pour la productrice de Maggie Coulter. L'atelier de Nathan, qui luttait pour avoir des clients réguliers, a soudainement une liste d'attente de 3 mois. Je ne porte pas plainte contre ma mère. Je ne la poursuis pas en justice pour dommages et intérêts. J'y ai brièvement pensé, mais je suis une enseignante de 28 ans dans une petite ville, et c'est ma mère. Le système judiciaire n'est pas fait pour ce genre de blessure. Mais je garde tout. Chaque message vocal, chaque email, chaque capture d'écran soigneusement classée dans un dossier que Rachel a étiqueté au cas où. Nous ne sommes pas devenus riches. Nous n'avons pas une autre revanche. Nous nous sommes simplement libérés. 3 mois plus tard, notre maison est petite. 2 chambres, une salle de bain, un porche qui a besoin d'être repeint. Nathan dit qu'il s'en occupera au printemps. Et je le crois parce que cet homme termine tout ce qu'il commence. Je retourne enseigner. Les élèves de 3e année ne savent rien de ce qui s'est passé, et c'est exactement comme je le veux. Ils se soucient des tables de multiplication et de qui nourrit le hamster de la classe. C'est la chose la plus ancrée de ma vie. Madame Daniels, l'enseignante qui m'a murmuré et ne la laisse pas gagner dans le couloir ce jour-là, commence à laisser un cupcake sur mon bureau tous les vendredis. Elle ne mentionne jamais pourquoi. Je ne demande jamais. Gloria Cole et moi dînons ensemble tous les 2 dimanches. Elle m'apprend à faire du coblé aux pêches. La recette de famille Cole, manuscrite sur une fiche si vieille que l'encre s'est estompée. Dimanche dernier, elle m'a donné la fiche originale. C'est la tienne maintenant, a-t-elle dit. La recette de famille va à la famille. Je l'ai scotchée à l'intérieur de notre placard de cuisine, à côté d'une photo de Nathan et moi à Elmwood. Je n'ai pas parlé directement à ma mère. L'oncle Tom est le pont. Il me dit qu'elle a commencé à voir un thérapeute, y est allée 2 fois, a arrêté. Y est retournée, a arrêté à nouveau, puis y est retournée une 3e fois. Elle essaie, dit Tom au téléphone un soir. Lentement. Lentement, c'est bien, je lui dis. Je ne vais nulle part. Je le pense. La porte que j'ai décrite dans ma lettre, celle qui s'ouvre de mon côté, est toujours là. Je la vérifie parfois dans mon esprit. Comme on vérifie une plante dont on n'est pas sûr qu'elle survive à l'hiver. Je n'ai pas besoin que ma mère soit parfaite. J'ai juste besoin qu'elle arrête de faire semblant que je suis brisé.
C'est le minimum. Et pour la première fois, je n'ai pas peur de le tenir. Je veux vous dire quelque chose directement, non pas en tant que personnage d'une histoire. En tant que moi, Vera, je ne vous ai pas raconté tout cela pour que vous détestiez ma mère. C'est une femme souffrante. Elle a perdu son mari trop jeune et elle n'a jamais appris la différence entre s'accrocher et retenir en otage. Sa peur est réelle. Son chagrin est réel. Mais sa douleur ne lui donne pas le droit de détruire ma vie. Et la vôtre non plus, qui que soit le vôtre. Mais si vous avez quelqu'un dans votre vie, une mère, un père, un frère ou une sœur, un partenaire qui utilise l'amour comme une laisse, qui vous fait vous sentir coupable d'être entier, qui vous punit de grandir, je veux que vous m'entendiez. Vous n'êtes pas ingrat de vouloir de l'air. Vous n'êtes pas égoïste de dire non. Vous n'êtes pas une mauvaise fille ou un mauvais fils de construire une vie qui ne tourne pas autour de leur anxiété. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Et c'est vous qui en détenez la clé. Je n'ai pas planifié de vengeance. Je n'ai pas comploté. Mais j'ai eu de la chance. J'avais Rachel. J'avais Nathan. J'avais l'oncle Tom et Gloria et Madame Daniels et 200 personnes qui se sont présentées à un jardin de secours un samedi en Géorgie parce que quelqu'un leur a envoyé un SMS disant « Fais-moi confiance ». Si vous n'avez pas de Rachel, si personne n'est de votre côté en ce moment, alors soyez votre propre Rachel. Faites un plan, pas un plan de vengeance, un plan pour votre avenir. Un plan qui protège la version de vous-même que votre mère ou votre père ou qui que ce soit essaie d'effacer. Vous méritez d'exister sans permission. Je le sais parce que j'ai passé 28 ans à attendre la permission. Et le jour où j'ai arrêté de demander, c'est le jour où ma vie a réellement commencé. Je me suis tant de fois demandé depuis si Rachel n'avait pas fait ce plan de secours, que se serait-il passé? Aurais-je été assez forte pour me tenir debout seule? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Alors, je veux vous demander, avez-vous une Rachel dans votre vie? Quelqu'un qui vous protège avant même que vous ne sachiez que vous avez besoin d'être protégé? Ou êtes-vous la Rachel de quelqu'un? Celle qui tient le plan de secours pendant qu'il s'effondre? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment entendre votre histoire. Maintenant, laissez-moi vous dire comment cela se termine. 6 mois après le mariage, je rentre de l'école un mardi après-midi. Il y a un courrier sur le porche, pas dans la boîte aux lettres. Sur le porche, livré à la main. Une enveloppe de couleur crème sans adresse de retour, mon nom écrit d'une écriture que je reconnaîtrais dans le noir. Alors que je l'ouvre, debout dans l'embrasure de la porte, pas de lettre à l'intérieur, pas de mots, juste une seule fleur sauvage pressée. Une Rudbeckia hirta aplatie et séchée entre 2 feuilles de papier ciré. Je la tiens longtemps. Une fleur sauvage. La fleur que j'ai choisie pour mon mariage. La fleur que ma mère a remplacée par des roses blanches. La fleur que Rachel a ramenée. Je ne sais pas si c'est une excuse. Je ne sais pas si c'est un adieu. Je ne sais pas si elle l'a pressée de son propre jardin ou l'a achetée quelque part ou l'a cueillie dans le fossé de la route 12 où les Rudbeckia hirta poussent sauvages chaque été. Je ne l'appelle pas. Je ne suis pas prête. Peut-être qu'elle non plus n'est pas prête. Je porte la fleur à l'intérieur et la place sur l'étagère, appuyée contre notre photo de mariage. Nathan et moi sous les chênes vivants, des guirlandes lumineuses en arrière-plan, des fleurs sauvages partout. Ma mère n'a rien dit. Et peut-être que c'est la chose la plus gentille qu'elle ait faite depuis des années. Nathan entre de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il me voit debout devant l'étagère. Tu vas bien? Oui. Je me retourne. Je vais bien. À travers la fenêtre de la cuisine, le soleil de fin d'après-midi inonde le jardin. J'entends le rythme de la scie à table de Nathan qui redémarre. Le chien du voisin qui aboie. Un moqueur quelque part dans le pacanier. Je m'appelle Vera Westbrook Cole. J'ai 29 ans maintenant et pour la première fois, ma vie est la mienne. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, veuillez liker et vous abonner. Non pas parce que je l'ai demandé, mais parce que vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci. Dans la description, j'ai mis un lien vers une autre histoire avec laquelle je pense que vous vous connecterez, à propos d'une femme dont les beaux-parents l'ont rejetée pendant 5 ans jusqu'à ce qu'un dîner de Thanksgiving change tout. C'est une bonne histoire. Et où que vous soyez en ce moment, à quoi que ressemble votre version de Ridgehill, j'espère que vous trouverez votre Elmwood Garden.
À la prochaine.